J'avais pour projet de réaliser une vidéo regroupant 100 anecdotes autour d'Apple en parlant de l'iPhone, de l'iPad, du Mac, de l'Apple Watch, de l'iPod et de Steve Jobs, mais je me suis rendu compte, une fois après l'avoir tourné au montage, de voir sur la timeline que la vidéo durait 45 minutes et je me suis dit que c'était pas possible de publier ce genre de vidéo sur YouTube parce que même si quelques personnes peuvent la regarder en entière, eh bien le travail que j'aurais effectué de faire ces recherches en amont de partout, en regardant des vidéos, en lisant des livres, en faisant plein de choses de partout, n'aurait pas payé, n'aurait servi à rien parce que finalement 90% des gens se seraient arrêtés au bout de 5-6 minutes. Donc j'ai pris le choix de diviser cette grosse vidéo en 4 parties qui sortiront tous les dimanches. La première vidéo ce dimanche, la partie 2 dimanche prochain, le 14 juin, etc. pendant 4 dimanches et chaque fois vous aurez 20 nouvelles anecdotes autour d'Apple. En tout cas, j'espère que vous allez bien et surtout que ça va vous plaire. C'est parti. Scott Forstall, vous devez très certainement savoir qui c'est si vous connaissez un tout petit peu Apple, mais si vous ne savez pas qui c'est pas grave, c'est entre guillemets le patron d'iOS à l'époque de gloire d'iOS de l'année 2007 à 2012-2013 à peu près. Il a rencontré Steve Jobs, le PDG, le créateur d'Apple, en 92 puisqu'il a postulé pour soit travailler chez Microsoft, soit travailler chez Next. Next, c'est l'entreprise que Steve Jobs a créée dès lors qu'il a été viré de chez Apple justement. Lors de l'entretien d'embauche face à Steve Jobs, ils ont discuté et Steve Jobs lui a répondu « T'inquiète pas, tu vas recevoir une offre que tu ne pourras pas refuser ». Du coup, Scott Forstall a contacté Microsoft et leur a dit que finalement il avait accepté l'offre chez Next. Microsoft a envoyé à Scott Forstall un colis très spécial contenant un poisson. Oui, un poisson. C'était pas le 1er avril, non, c'était un saumon plus précisément à l'intérieur pour tout simplement faire comprendre à Scott Forstall qu'il allait rater quelque chose parce que les bureaux de Microsoft se situent à Seattle. À Seattle, il y a la baie de Seattle qui est très connue pour avoir beaucoup de poissons et donc ils ont essayé de jouer sur la corde sensible de la nourriture mais ça n'a pas marché. Scott Forstall, le soir même, a fait un barbecue et a mangé le poisson. Autre personnage très phare de chez Apple, c'est Phil Schiller, qui est aujourd'hui SVP, le Senior Vice President du marketing. Au début des années 2000 jusqu'à la fin de vie de Steve Jobs, c'était vraiment son bras droit, ils étaient très proches, ils travaillaient ensemble. Et Phil Schiller organisait parfois des réunions avec des employés d'Apple et s'amusait à distiller des fausses informations, des fausses rumeurs à propos de prochains produits, de prochains services, pour justement voir qui allait faire remonter ces informations pour les convoquer et leur dire que la porte se situait juste ici, parce que comme ça, c'était très facile de savoir qui vendait la mèche aux médias. Parlons un peu des Apple Store parce que ils ont tous reçu durant ces dernières années un gros lifting avec l'arrivée d'Angela Ahrendts qui a remplacé Ron Johnson qui avait lancé les Apple Store avec Steve Jobs. Lorsque les Apple Store, pour 80% d'entre eux, ont reçu leur lifting, tout a été revu. Le sol, les murs, le plafond, les éclairages, les dispositions, la décoration, les chaises, les tabourets, tout a été revu sauf une chose. Et une chose en particulier qui vaut le détour, ce sont les tables. Si vous remarquez bien, les tables des Apple Store sont les mêmes en 2020 qu'en 2001 lors de la création des Apple Store. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes tables que l'on retrouve dans les bureaux de design chez Apple de Jony Ive, c'est-à-dire que les produits sont designés, sont créés, sont conçus sur les mêmes tables sur lesquelles les produits vont eux-mêmes être vendus. Et Jony Ive trouvait que cette continuité était bien, de commencer le produit sur une table et en fait de vendre ce produit sur la même table. Je trouve que c'est génial en fait comme anecdote. Lors de la création, lors des prémices de l'iPhone, Steve Jobs était le seul qui croyait à 100% en un téléphone entièrement tactile. La plupart des gens chez Apple voulaient qu'il y ait un clavier physique sur ce téléphone. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la fonctionnalité phare d'un téléphone, c'était justement d'avoir un clavier physique. Le téléphone le plus stylé à l'époque, c'était quoi donc? C'était BlackBerry avec ses fameux claviers physiques et tout le monde ne jurait que par BlackBerry. Et Steve Jobs, avec son franc-parler lors d'une réunion, a dit « Les gars, ceux qui veulent à tout prix un clavier physique, la porte est là, elle est grande ouverte, prenez-la. » Finalement, personne ne sera sorti de la salle et tout le monde se sera mis au garde à vous à écouter Steve Jobs et à travailler sur ce fameux écran tactile. Mais par contre, grosse histoire, c'est que l'iPhone n'aurait pu jamais s'appeler iPhone. Pourquoi? Parce que justement, iPhone était déjà déposé par une autre marque américaine qui s'appelle Cisco. Et oui, ils avaient déjà déposé le nom d'iPhone bien avant Apple. Mais Steve Jobs, fou comme il était, sans contreficher que ce soit déjà déposé, il va jusqu'à présenter l'iPhone le 9 janvier 2007 au Moscone Center lors de la Macworld Expo. Et le lendemain, comme il s'y attendait, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit un coup de fil ou une lettre des avocats de Cisco qui les attaquent pour avoir volé le nom d'iPhone. Mais ils arrivent quand même à trouver un terrain d'entente, ce qui ne va pas totalement avoir lieu quelques années plus tard, en 2010. Parce que si on se souvient bien, en 2010, l'OS des iPhones, des iPads et des iPod Touch s'appelait iPhone OS à l'époque, parce que de base c'était le système d'exploitation de l'iPhone. Apple a voulu changer de nom en 2010 pour un peu globaliser tout ça et l'appelait donc iOS. Sauf qu'iOS, c'était déjà pris par qui donc?
Je vous le donne en mille, par Cisco. Et oui, iOS était encore une fois une marque déposée par Cisco. Mais là, Apple n'a pas pris le risque, encore une fois, de faire des démarches administratives entre avocats. Ils ont tout simplement racheté des millions de dollars le nom iOS à Cisco, tout simplement. Revenons un peu à l'iPhone premier du nom, si vous le voulez bien. Le projet d'iPhone s'appelait projet Purple, projet violet. Et il y avait deux teams principales. Il y avait la team P1 qui était dirigée par une équipe qui en fait avait comme téléphone, comme forme de téléphone, un iPod Nano avec un plus grand écran et toujours la petite molette cliquable. Donc un téléphone très classique. Et d'ailleurs Steve Jobs s'en sera moqué en pleine keynote en disant que voici à quoi ressemble l'iPhone, une ancienne molette pour directement téléphoner avec. Un truc très bizarre. Et la deuxième team, la team P2, sous l'égérie de qui donc? De Scott Forstall, qui elle pour le coup va travailler sur l'iPhone avec directement un écran tactile. Je vous laisse deviner bien entendu qui a gagné des deux, la team P2. Le fameux Scott Forstall, qui était donc dans la team P2, aura avoué quelques années plus tard que justement le premier SMS qu'il a envoyé avec un téléphone était tout simplement avec un iPhone en 2007. Et oui, comme quoi ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. L'iPhone n'était pas le premier téléphone d'Apple, non, loin de là, c'était entre guillemets le second parce qu'Apple s'était allié à Motorola en 2005 pour sortir une version du logiciel iTunes dans le Motorola Rock. Déjà le nom est horrible, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un peu initier d'autres personnes au logiciel iTunes et dans ce téléphone on pouvait télécharger jusqu'à 100 musiques à l'intérieur. C'est ouf. Mais ce fameux téléphone de Motorola a fait un bide complet et Apple en soi ils s'y attendaient et ça leur a pas trop non plus peiné parce que eux ce qu'ils voulaient tout simplement c'est que le téléphone ne marche pas trop, mais par contre que les personnes qui vont l'acheter découvrent iTunes, tombent amoureux d'iTunes, quittent le Motorola, vont chez Apple tester un iPod, acheter un iPod, utiliser iTunes, acheter de la musique sur iTunes et donc dépenser plein d'argent chez Apple. Comme quoi Apple est quand même super malin. Et justement, pour concevoir ces iPods, Steve Jobs les noyait. Oui, il les noyait dans un aquarium, non pas pour essayer de voir s'ils étaient étanches, parce que c'était pas du tout la mode à l'époque, non, loin de là. Il les noyait pour voir s'il y a des bulles qui sortaient de l'iPod, afin de dire aux ingénieurs, bon les gars, il y a des bulles qui sortent, ça veut dire qu'il y a encore de la place à l'intérieur, du coup vous allez me rapetissir tout ça, et vous allez me faire un produit un peu plus fin. Ok. D'ailleurs, chez Apple, le souci du détail, encore une fois, est tel que les anciens MacBook Pro, souvenez-vous, dans les années 2009, avec les lecteurs SuperDrive, avaient une petite diode en façade avant qui permettait de savoir si oui ou non le Mac était allumé. Et cette diode clignotait. Elle clignotait tous les battements d'un cœur d'un humain. Oui. Et est-ce que vous saviez que Steve Jobs lui-même a fait quelques fonds d'écran que l'on a pu avoir à l'époque, il y a très longtemps, dans les Mac, dans macOS 10. Et oui, par exemple, ce fond d'écran avec des feuilles, c'est Steve Jobs qui l'a pris en photo et qui l'a mis dans macOS. Et lors de la création de la seconde souris du Mac, donc on arrive dans les années 1980, Steve Jobs a demandé à 7 designers justement de dessiner des souris, voilà, pour avoir des idées de prochaines souris. Tout simplement, il leur a pas laissé beaucoup de temps pour faire ça, donc les designers ont dû rendre des copies à moitié finies et aucun de tous ces designers avait mis des boutons sur la souris puisqu'ils n'avaient pas eu le temps de terminer. Steve Jobs découvre ces photos et vient une idée de génie dans sa tête en se disant mais en fait on ne va pas mettre de boutons sur nos souris, ça rend super bien, c'est bien épuré, c'est joli, on va cacher les boutons. Et c'est comme ça que sont nées chez Apple les souris qui n'ont pas eu de boutons. C'est arrivé comme ça d'une petite erreur ou d'un oubli sur un dessin. C'est fou comme la vie, parfois ça tient vraiment à rien du tout. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas de calculette sur l'iPad? Pas d'idée? Parce que tout simplement, quelques semaines avant la présentation de l'iPad, le 27 janvier 2010, Steve Jobs a demandé à un ingénieur de voir justement l'application calculette, à quoi elle ressemblait. Steve Jobs a trouvé cette application horrible. Du coup, il a demandé aux designers, aux ingénieurs de la changer complètement de A à Z. Simplement, le timing était trop serré pour pouvoir tout refaire de A à Z. Donc, tout simplement, l'idée de faire une calculette sur l'iPad a été supprimée. L'application n'a jamais vu le jour et Apple a tout simplement laissé à des développeurs tiers l'honneur de faire des applications et Apple, du coup, n'en aura jamais fait. Et ouais. C'est fou. Revenons-en maintenant un peu à l'iPhone. Steve Jobs n'a jamais été 100% pour faire un téléphone sous l'effigie d'Apple parce qu'à l'époque, dans les années 2000, quand tu voulais faire un téléphone, tu étais catégorisé comme constructeur. Tu faisais juste le produit. Tout ce qui était un peu interne, les opérateurs avaient beaucoup de mots à dire. Par exemple, on se souvient des téléphones des années 2000, il y avait souvent le logo de l'opérateur, Orange, SFR, Bouygues Télécom, pourquoi pas. Sur le téléphone, Apple a été le premier à refuser ça, à refuser qu'il soit catégorisé uniquement comme constructeur parce que pour beaucoup, pour Alcatel, pour BlackBerry, pour Sony Ericsson, l'opérateur donnait son cahier des charges, il disait au constructeur on veut tout ça dans votre téléphone, débrouillez-vous, on le veut. Steve Jobs a eu peur de ça, a refusé toutes les demandes des opérateurs et finalement a trouvé un seul opérateur qui a accepté de se plier un peu au jeu d'Apple, c'est Singular qui est devenu quelques temps après AT&T, qui est donc devenu le partenaire exclusif pour la sortie de l'iPhone
aux États-Unis. Un des plus grands regrets de Steve Jobs, c'est d'avoir le numéro 2 sur la liste Apple. Il est catégorisé comme numéro 2. Le numéro 1 sur la liste Apple, c'est Steve Wozniak, son confrère, son compatriote avec qui il a cofondé Apple. Pour lui, c'était une aberration. Il voulait être premier, mais il n'a pas pu être premier. Donc il a demandé au système informatique s'il pouvait être 0. Mais pour un système informatique, être 0 dans une liste, ça n'existe pas. Donc pour consoler Steve Jobs, ils lui ont donné le badge numéro 1 à la cantine. Voilà, ça a l'air un peu consolé quand même. Et en parlant de cantine d'ailleurs, Steve Jobs payait tous les jours le repas de Scott Forstall à la cantine. Ça lui faisait plaisir, un repas de 8 $. Mais c'est pas le prix qui compte. Ce qui est assez intéressant dans cette anecdote, c'est que Steve Jobs se donnait un salaire de 1 $ par an dans la société Apple. Donc il s'est toujours posé la question de dire, mais en fait, qui c'est qui paye mon badge de cantine? Parce que du coup, à 8 $ par jour, ça revient cher, non? Autre anecdote qui est quand même assez dingue, Steve Jobs conduisait toujours des voitures, des très belles voitures, des Mercedes pour la plupart du temps, qui n'avaient pas de plaque d'immatriculation. Pourquoi, allez-vous me dire, et comment il faisait? Est-ce que c'était légal ou pas? Oui, c'était légal parce qu'en Californie, la loi californienne autorise une voiture pendant les 6 premiers mois de sa vie, entre guillemets, de ne pas avoir de plaque d'immatriculation. Donc Steve Jobs a trouvé une petite filouterie de tous les 6 mois, changer de voiture. Donc il louait sa voiture pendant 6 mois, il la rendait, il louait la même pendant 6 mois, il la rendait, il louait la même, etc. jusqu'à ce qu'il en ait marre de la voiture et qu'il veuille changer. Donc il n'a jamais eu de plaque d'immatriculation. Et enfin, dernière anecdote qui est franchement super rigolote tellement elle est un peu inutile. Steve Jobs, un dimanche matin, appelle un des chefs exécutifs de Google en 2008 pour lui parler de quelque chose en particulier. Sauf que dimanche matin veut dire messe. Et ce fameux chef exécutif de Google était justement à la messe. Donc il ne décroche pas. Il sort de la messe et il voit sur son téléphone un appel en absence. Et c'était ce fameux Steve Jobs, donc il s'empresse de le rappeler et Steve Jobs lui rétorque directement: tant que tu n'as pas écrit sur ton téléphone que c'est Dieu qui t'appelle alors que tu es à la messe, tu as interdiction de répondre et heureusement que tu n'as pas répondu. Comme quoi, Steve Jobs avait quand même un peu les pieds sur terre. Mais là n'est pas l'anecdote. L'anecdote est que Steve Jobs a appelé cette personne un dimanche matin pour lui dire quoi donc? Pour lui dire que sur son interface de l'iPhone, le logo Google avait le deuxième O de Google qui avait un dégradé qui n'était pas le même que le vrai dégradé. Donc il fallait changer ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ces 20 premières anecdotes vous ont intéressé comme moi, elles m'ont passionné de les rechercher et de les travailler. Il y a 4 vidéos avec 100 anecdotes en tout et dites-vous que toutes les autres anecdotes vont être aussi intéressantes que celle-là. Voilà. Et on en apprend beaucoup plus sur Apple, sur Steve Jobs, sur l'envers du décor, sur les coulisses. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce style de vidéo, ce concept. En même temps, c'est parti pour 4 épisodes. Et surtout, à lâcher votre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Moi, ça me ferait super plaisir. En tout cas, prenez soin de vous et faites pas trop les foufouf. On se retrouve dimanche prochain pour cette vidéo, mais un peu avant pour une autre vidéo sur un autre sujet. Allez, bye bye!